Aujourd'hui, je vous amène dans les ruelles sombres et brumeuses de Londres, en 1888. Whitechapel, un quartier marqué par la pauvreté et le désespoir, devient le théâtre d'une série de meurtres terrifiants. L'histoire de ces crimes a traversé les décennies, et derrière eux un nom, Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, c'est le premier tueur en série auquel je me suis intéressée toute jeune. Fascinée par le mystère, les enquêtes inachevées et l'ombre d'un criminel jamais identifié, cette affaire m'a marquée et a éveillé ma passion pour les histoires criminelles. Qui était-il? Un génie diabolique ou une simple légende née du chaos de l'époque? Dans cet épisode, je vous invite à explorer les faits, à plonger dans les théories les plus troublantes et à comprendre pourquoi, après plus de 130 ans, ce tueur insaisissable continue de hanter notre imaginaire collectif. Mon nom est Martine et vous écoutez Hurlement, mon podcast. Whitechapel, 1888. Un quartier où la pauvreté, la violence et la misère règnent. Mais cette année-là, l'horreur atteint un sommet inédit avec une série de meurtres sauvages. Ces crimes, signés d'une précision presque chirurgicale, marquent l'entrée en scène du tueur en série le plus tristement célèbre de l'histoire, Jack l'Éventreur. Nous allons explorer en détail ces crimes, ses victimes, les suspects de l'époque et d'aujourd'hui, et pourquoi, plus de 130 ans plus tard, ce mystère continue de fasciner. À quoi ressemblait Jack l'Éventreur? C'est une question que des générations entières se sont posées. Le problème, c'est que nous n'avons aucune certitude. Tout ce que nous savons repose sur les témoignages de l'époque, souvent imprécis ou contradictoires. Mais essayons de dresser un portrait possible de ce tueur insaisissable, en combinant les descriptions de témoins, les indices et ce que l'on peut déduire de ces crimes. Les rares témoins qui prétendent avoir vu l'homme soupçonné d'être Jack l'Éventreur décrivent une figure sombre et banale. Il mesurait probablement entre 1,65 m et 1,75 m, une taille commune pour l'époque. On parle d'un homme ni trop maigre, ni corpulent, ce qui aurait facilité sa capacité à se déplacer discrètement dans les rues étroites de Whitechapel. Les témoins l'ont souvent décrit vêtu d'un manteau sombre ou d'un long imperméable. Cela aurait pu l'aider à se fondre dans l'ombre et à éviter de se faire remarquer. Certains témoignages suggèrent qu'il semblait propre, voire respectable, ce qui aurait pu inspirer confiance à ses victimes, souvent des femmes vulnérables en quête d'un client ou d'un peu de chaleur humaine. Cependant, ces descriptions varient. Pour d'autres, il portait un chapeau haute forme ou une casquette. Des détails qui restent flous et symboliques dans notre imaginaire collectif. Finalement, Jack l'Éventreur reste une silhouette dans l'ombre. Un homme que l'on ne peut voir qu'à travers ses crimes, et même là, il nous échappe. Peut-être est-ce cette invisibilité qui le rend si terrifiant. Il pourrait être n'importe qui, ou même personne. Juste un monstre né des ténèbres de Whitechapel. Les meurtres attribués à Jack l'Éventreur sont au nombre de 5. Bien que certaines théories suggèrent qu'il ait pu tuer davantage, ces 5 femmes, appelées les victimes canoniques, partagent des points communs. Mary Ann Nichols, décédée le 31 août 1888. Mary Ann, surnommée Polly, est la première victime officiellement attribuée à Jack l'Éventreur. Âgée de seulement 43 ans, elle est retrouvée dans Box Row à 3h40 du matin. Sa gorge a été tranchée 2 fois et son abdomen éventré. Ce qui choque les enquêteurs, c'est la violence des mutilations. Mary Ann était sans abri, comme beaucoup d'autres femmes à Whitechapel, et elle s'était tournée vers la prostitution pour survivre. Annie Chapman, décédée le 8 septembre 1888. Annie a 47 ans, lorsqu'elle est assassinée dans une cour arrière de Hanbury Street. Sa gorge est tranchée et son corps est atrocement mutilé. Les organes de son abdomen ont été prélevés et son utérus est manquant. La précision des incisions intrigue les médecins légistes. Le meurtrier semblait connaître l'anatomie humaine.
Elizabeth Stride, décédée le 30 septembre 1888. La nuit du 30 septembre est marquée par ce qu'on appelle le double événement. Elizabeth Stride, 44 ans, est retrouvée morte dans Dutfield's Yard. Contrairement aux autres victimes, elle n'a pas été mutilée, ce qui laisse penser que le tueur a été interrompu. Mais il ne s'arrête pas là. Catherine Eddowes, décédée le 30 septembre 1888. Moins d'une heure après, Catherine Eddowes est découverte à Mitre Square. Son visage est lacéré, son abdomen ouvert et plusieurs organes, dont un rein, ont été prélevés. À proximité, un message cryptique est écrit à la craie. The Jewess are the men that will not be blamed for nothing. Ce message, effacé rapidement par la police, ajoute au mystère. Mary Jane Kelly, décédée le 9 novembre 1888. Mary Jane, 25 ans, est retrouvée dans sa chambre louée sur Miller's Court. Son corps est méconnaissable. Elle est entièrement mutilée, presque démembrée. Ce meurtre est le plus brutal de tous, laissant penser que le tueur a eu tout le temps pour agir. C'est aussi le dernier meurtre officiellement attribué à Jack l'Éventreur. Chaque crime choquait davantage que le précédent, laissant Whitechapel dans un état de terreur constante. L'enquête sur Jack l'Éventreur a été l'une des plus vastes et des plus médiatisées de son temps. Pourtant, malgré des centaines d'interrogatoires, aucun suspect n'a jamais été arrêté. Voici les principales figures suspectées à l'époque. Bon, là, vous excuserez mes prononciations, il y a des noms vraiment difficiles à dire, là. Le premier suspect, Montague John Druitt. Un avocat et professeur, Druitt est l'un des premiers suspects. Il s'est suicidé en décembre 1888, peu après les meurtres. Certains pensent que ses troubles mentaux associés à sa mort soudaine le relient au crime. Le deuxième suspect, Aaron Kosminski. Un barbier polonais vivant à Whitechapel, Kosminski était connu pour ses troubles mentaux. Il aurait montré des comportements violents envers les femmes. Un mouchoir trouvé près de Catherine Eddowes, contenant de l'ADN correspondant à celui de Kosminski, a ravivé les théories modernes, mais cette preuve reste controversée. Walter Sickert. Un artiste peintre, Sickert a été suspecté en raison de ses tableaux sombres représentant des scènes macabres. L'écrivaine Patricia Cornwell a défendu cette théorie, mais les preuves restent encore insuffisantes. Le prince Albert Victor. Petit-fils de la reine Victoria, le prince a été associé à une théorie conspirationniste. Certains disent qu'il aurait commandité les meurtres pour cacher un scandale royal. Cette idée, bien qu'intrigante, est largement discréditée. Au fil des années, de nouvelles théories ont vu le jour, alimentées par des avancées scientifiques et les recherches d'historiens. Certains pensent que Jack l'Éventreur était une femme, profitant de l'idée préconçue que seules les femmes pouvaient approcher les prostituées sans éveiller de soupçons. D'autres disent que les meurtres pourraient être l'œuvre de plusieurs individus. En 2019, une analyse ADN a ravivé la piste Aaron Kosminski, mais beaucoup de chercheurs dénoncent la mauvaise gestion des preuves d'époque, rendant cette affirmation douteuse. J'ai entendu beaucoup de choses sur ceux qui auraient été accusés d'être Jack l'Éventreur, dont une petite histoire que juste avant d'être pendu, un homme aurait eu le temps de prononcer « Je suis Jack ». J'ai cherché cette histoire-là, mais je ne l'ai pas trouvée, mais j'ai trouvé autre chose. Alors voici ce que j'ai trouvé. Dans les récits entourant Jack l'Éventreur, une anecdote revient souvent. Celle d'un homme qui, sur son lit de mort, aurait avoué être l'assassin insaisissable qui a terrorisé Whitechapel. Mais qui était-il et que savons-nous de ses aveux? L'un des suspects les plus controversés est James Maybrick, un homme d'affaires de Liverpool. En 1992, un journal intime attribué à Maybrick a été découvert, dans lequel il aurait confessé être Jack l'Éventreur. Ce journal contient des descriptions troublantes des meurtres,
ainsi que des détails intimes qui semblent correspondre aux scènes de crime. Certains y voient une preuve irréfutable. Mais voici où l'histoire devient encore plus étrange. Avant sa mort en 1889, Maybrick aurait laissé entendre à des proches qu'il portait un terrible secret, sans jamais prononcer directement le nom de Jack l'Éventreur. Était-ce un aveu voilé ou simplement une coïncidence exploitée des décennies plus tard par ceux qui cherchaient à résoudre ce mystère? Un autre récit concerne Robert Mann, un employé de la morgue à Whitechapel, qui aurait également fait des déclarations inquiétantes avant de mourir. Mann travaillait directement avec les corps des victimes et aurait eu un accès privilégié aux scènes de crime. Selon certains, il aurait murmuré dans un état de délire « C'est moi, Jack », avant de rendre son dernier souffle. Pourtant, ces déclarations manquent de preuves solides. Mann était connu pour souffrir de troubles mentaux, ce qui aurait pu expliquer ses paroles confuses. Était-il simplement hanté par les meurtres qu'il avait observés de près? Certains historiens pensent que David Cohen, un immigré polonais vivant dans le quartier de Whitechapel, pourrait avoir été Jack l'Éventreur. Cohen était interné dans un asile au moment où les meurtres se sont arrêtés. Une légende raconte qu'il aurait avoué, dans un moment de lucidité avant sa mort, être responsable des crimes. Cependant, là encore, les preuves sont minces. L'histoire semble davantage fondée sur des rumeurs et des extrapolations que sur des faits concrets. Francis Tumblety, un médecin américain, est un autre suspect de l'époque. Connu pour son mépris des femmes, notamment des prostituées, il aurait été interrogé par la police britannique avant de fuir aux États-Unis. Avant sa mort, il aurait confié à un proche qu'il était impliqué dans des événements sombres à Londres, sans jamais utiliser le nom de Jack l'Éventreur. Était-ce une confession ou simplement un moyen de nourrir sa propre légende? Jack l'Éventreur aurait aussi écrit quelques lettres. La lettre Dear Boss, reçue le 27 septembre 1888 par l'agence de presse Central News Agency. Cette lettre est la première à être signée Jack the Ripper, un nom qui restera à jamais gravé dans l'histoire. Le ton est moqueur et arrogant. Cher patron, je continue à entendre dire que la police m'a attrapé, mais ils ne m'attraperont pas encore. J'ai ri quand ils ont l'air si malins en disant qu'ils étaient sur la bonne piste. Le tueur y promet également de découper les oreilles de sa prochaine victime pour les envoyer à la police, bien que cette menace ne soit jamais concrétisée. Bien que cette lettre ait popularisé le nom de Jack l'Éventreur, beaucoup d'experts pensent qu'il s'agit d'un canular créé par un journaliste pour attirer l'attention et vendre plus de journaux. La carte postale Saucy Jackie, reçue le 1er octobre 1888, 3 jours après la lettre Dear Boss. La carte postale fait référence aux meurtres brutaux d'Elizabeth Stride et Catherine Eddowes, survenus la nuit du 30 septembre. Double événement cette fois-ci, la première était trop rapide. Je vais bientôt recommencer. Cette carte semble confirmer que son auteur était au courant des crimes avant que les détails ne soient rendus publics, ce qui a poussé certains à croire qu'elle provenait du véritable tueur. Tout comme la lettre Dear Boss, son authenticité reste contestée. On ignore si ces écrits proviennent du tueur ou d'un plaisantin bien informé. La lettre From Hell, reçue le 16 octobre 1888 par George Lusk, président du comité de vigilance de Whitechapel. Cette lettre est de loin la plus macabre et célèbre. Elle était accompagnée d'un colis contenant un morceau de rein humain préservé dans de l'alcool. Le message écrit avec une orthographe et une grammaire maladroite disait « De l'enfer, Monsieur Lusk, monsieur, je vous envoie la moitié d'un rein que j'ai pris à une femme. J'ai conservé l'autre morceau et je l'ai frit. Il était très bon. Je vais vous envoyer le couteau ensanglanté qu'il l'a enlevé si vous attendez encore un peu. » Contrairement aux deux précédentes lettres, celle-ci est considérée comme ayant un potentiel de véracité plus élevé. Le rein envoyé pourrait être celui de Catherine Eddowes, dont un rein avait été prélevé pendant son meurtre. Cependant,
Faute de tests scientifiques disponibles à l'époque, cela n'a jamais été prouvé. En plus de ces 3 lettres célèbres, la police de l'époque a reçu plus de 600 lettres prétendant provenir de Jack l'Éventreur. La plupart d'entre elles étaient des canulars évidents, rédigés par des individus cherchant à se moquer des autorités ou à se faire passer pour le tueur. Certaines étaient humoristiques, d'autres franchement inquiétantes. Mais cette avalanche de fausses lettres a également compliqué l'enquête. La police devait trier ces messages et déterminer lesquels méritaient d'être pris au sérieux, ce qui a sans doute fait perdre un temps précieux. Ces lettres, qu'elles soient authentiques ou non, ont joué un rôle central dans la mythologie entourant Jack l'Éventreur. Elles nous offrent un aperçu potentiel de l'esprit tordu du tueur, un homme arrogant, moqueur et fier de ses crimes. Mais elles montrent aussi la fascination morbide que ces meurtres ont suscité, même à l'époque, dans une société avide de sensationnalisme. Dans notre ère moderne, Jack l'Éventreur pourrait-il encore utiliser des lettres pour défier la police et le public? Probablement pas. Aujourd'hui, il serait bien plus probable qu'il utilise les réseaux sociaux, publiant des messages cryptiques ou des vidéos énigmatiques pour alimenter la peur. Mais l'impact psychologique serait le même. Un tueur qui se moque des autorités et joue avec nos peurs les plus profondes. Finalement, que ces lettres aient été écrites par Jack l'Éventreur ou non, elles sont devenues une partie intégrante de sa légende. Elles illustrent le pouvoir des mots, capables de terrifier, de manipuler et plonger tout un quartier dans une paranoïa collective. Ces récits d'aveux sur le lit de mort, bien qu'intrigants, partagent un point commun. Aucun ne repose sur des preuves solides. Ce qui les rend fascinants, c'est l'idée qu'un tueur si insaisissable aurait finalement dévoilé son identité au moment de quitter ce monde. Cela joue sur notre désir humain de réponse et de justice. L'idée que Jack l'Éventreur ait confessé ses crimes avant de mourir répond à un besoin collectif de clore l'histoire. Mais en réalité, ces aveux ne sont souvent que des rumeurs ou des tentatives de relier des individus marginaux à une figure légendaire. Peut-être qu'aucun aveu ne viendra jamais éclaircir ce mystère. Et peut-être que c'est là tout l'intérêt de l'histoire de Jack l'Éventreur, un mystère qui nous manque précisément parce qu'il reste sans réponse. Pour tous les passionnés de mystère et de criminologie, il existe un lieu fascinant où plonger dans l'histoire de Jack l'Éventreur. Le Jack the Ripper Museum à Londres, situé au 12 Cable Street, dans le quartier historique de Whitechapel. Ce musée est entièrement dédié à l'affaire qui a terrorisé Londres en 1888. En visitant ce musée, on peut découvrir une reconstitution minutieuse des scènes de crime, des photographies historiques, des objets d'époque et bien sûr des copies des célèbres lettres attribuées à Jack l'Éventreur. Chaque pièce de musée vous transporte dans le Londres victorien, les ruelles sombres, les pubs animés, mais aussi la pauvreté et les tensions sociales qui régnaient à cette époque. Le musée ne se limite pas à l'histoire de Jack l'Éventreur. Il explore aussi le quotidien des habitants de Whitechapel, les efforts désespérés de la police pour attraper le tueur et les théories sur son identité. Une expérience immersive qui mêle histoire et mystère. Parfaite pour ceux qui veulent marcher sur les traces du plus célèbre meurtrier de l'histoire. En plus de tout ça, des visites guidées à pied sont également organisées dans les rues de Whitechapel où vous pourrez explorer les véritables lieux des crimes. Ces promenades nocturnes ajoutent une touche d'authenticité et vous font revivre de manière glaçante l'atmosphère sombre de l'East End de Londres en 1888. Si vous voyagez à Londres ou que vous habitez déjà Londres, c'est une occasion unique de vous immerger dans cette affaire qui continue de hanter l'imaginaire collectif. Bref, Jack l'Éventreur reste un symbole de mystère et d'horreur. Était-il un génie diabolique ou simplement un produit de son temps? Une chose est sûre, son ombre plane encore sur Whitechapel et sur nos esprits. Peut-être ne saurons-nous jamais la vérité, mais c'est peut-être cela qui le rend si fascinant. Merci d'avoir écouté cet épisode de Hurlement. Si vous avez des théories ou des questions, partagez-les. Et rappelez-vous, le mystère de Jack l'Éventreur pourrait bien nous suivre pour l'éternité.